On va tout de suite enchaîner avec le mot d'ouverture de l'après-midi. On aura jusqu'à 14h30 deux intervenants qui sont ici. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Frédéric Marchand pour cette ouverture. Alors vous pouvez y aller à deux. Vous venez tous les deux ici ou là, comme vous voulez. Je vais aussi appeler donc Isabelle Hébé. Viens te mettre là, voilà. Oui, d'accord, très bien. Venez tous les deux. Vous pouvez vous mettre là. Je vais rester en backup. Vous le ferez sûrement mieux que moi. N'hésitez pas à vous présenter brièvement. Ça m'évitera de dire des bêtises. Voilà, à vous. Vous m'entendez ? Bon. Donc Frédéric Marchand, moi j'ai été sénateur du Nord de 2017 à 2023. Et j'ai eu le grand bonheur, ça n'arrive pas souvent, de remettre le même rapport à deux ministres de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire différents. Le premier, c'est Julien Denormandie, puisque en 2020, Jean Castex m'avait demandé, à la demande de Julien Denormandie, de travailler sur les projets alimentaires territoriaux, dont on parle beaucoup depuis ce matin, ces espèces d'ovnis alimentaires, tels que j'ai pu les qualifier dans mon rapport. Julien Denormandie souhaitait, à l'époque du plan de relance et des moyens financiers colossaux qui avaient été déversés sur les territoires, s'agissant du sujet de la reterritorialisation des systèmes alimentaires, avoir une espèce de photographie, un panorama de ce qui existait. La seule difficulté de l'exercice, c'est qu'il a fallu faire ça dans des délais contraints. J'ai donc remis un rapport d'étape au mois d'avril 2020 à Julien et j'ai remis le rapport définitif au mois d'août à Marc Fesneau. Un rapport en fait qui a repris finalement nombre d'initiatives qui existaient sur le territoire, sachant que depuis que ce rapport a été rédigé, il n'est pas un jour qui passe sans qu'un PAT nouveau fasse son apparition sur le territoire national, et c'est tant mieux, même si on peut se poser la question de la pérennité des moyens financiers, mais ceci est un autre sujet dont on sera sans doute appelé à reparler. En tout état de cause, aujourd'hui, et je parle sous le contrôle d'Isabelle Hébé et de Paul Mazeran, on est à plus de 550 projets alimentaires territoriaux sur le territoire national. Alors, petit résumé historique, les PAT, Quesaco, les PAT, c'est un soir à l'Assemblée nationale, en 2014, à l'époque de la loi d'orientation agricole portée par Stéphane Le Foll, un amendement qui est déposé et qui décide de mettre en place ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux, donc faire qu'à l'échelle des territoires, on s'intéresse à ce sujet d'alimentation dans différentes composantes, et notamment dans la composante restauration collective. Alors ça a eu du mal à se mettre en place pour différentes raisons, et le plan de relance post-Covid a fait que près de 80 millions ont été entre guillemets déversés pour faire en sorte que ce sujet de la reterritorialisation, puisque souvenez-vous à l'époque de cette formule inoubliable du président de la République, nous ne pouvons pas déléguer notre souveraineté. Et quand il disait ça, il parlait de la souveraineté alimentaire. On n'y est pas encore arrivé au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a sans doute des marges de progression, mais en tout état de cause, ça a généré toute une nouvelle dynamique sur ce sujet, puisque au moment de la Covid, donc tous les Français ont redécouvert les vertus du circuit court plus du circuit de proximité. Rappelez-vous, là aussi, les agriculteurs et les producteurs étaient nos meilleurs amis. Depuis, ça a un petit peu évolué. On nous a expliqué que le monde d'après serait meilleur que le monde d'avant, sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les habitudes de consommation de nos concitoyens, on voit bien que finalement, le monde d'après, c'est le monde d'avant. Parfois même en pire. Donc, en tout état de cause, beaucoup de territoires se sont embarqués dans cette aventure avec des réussites diverses. Certains territoires avaient de l'antériorité. Je pense notamment à un territoire de mon département du Nord, qui est Douaisis Agglomération, qui a un cas un petit peu particulier, puisque c'est aussi, quand on parle des PAT et quand on parle d'alimentation, il y a une donnée que les uns et les autres ont un peu de mal à comprendre, c'est qu'on est sur du temps long. L'alimentation, c'est pas du temps court. L'alimentation, c'est pas un mandat de 6 ans. L'alimentation, c'est pas la durée d'une législature. L'alimentation, c'est pas la durée d'un mandat présidentiel. On travaille sur du temps long et on travaille sur différents items qui font que quand on parle d'alimentation, on est véritablement sur une dimension systémique. On l'a abordé indirectement un peu ce matin, puisque quand on parle d'alimentation aujourd'hui à l'échelle d'un territoire et à l'échelle de la nation, on parle de transition écologique,
Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, comme alimentation? On parle de développement économique, puisque derrière ça, ce sont des filières qui existent, de nouvelles filières qui peuvent être créées, de nouvelles activités à l'échelle des territoires. On parle de santé. Je vous ramène à ce rapport qui est sorti à la fin de l'année dernière à l'initiative du Secours catholique et d'autres, réseau CIVAM, la Fédération des diabétiques, sur les coûts injustes de notre alimentation et ce chiffre terrifiant de 19 milliards d'euros que coûtent les dégâts de l'alimentation sur la santé des Français. Donc transition écologique, santé, développement économique, éducation, puisque l'éducation à l'alimentation, c'est une éducation au goût, c'est une éducation à la saisonnalité. Bon bref, tout un tas d'items mis les uns après les autres qui font que pour un territoire, c'est aujourd'hui hyper intéressant, même s'ils n'en sont pas encore les uns les autres tout à fait persuadés, de s'intéresser à ce sujet qui, pour moi, est vraiment un véritable sujet majeur et fait sens à l'échelle d'un territoire. Alors quand on parle de territoire et quand on parle de projets alimentaires territoriaux, il y a tout un tas d'échelles qui existent aujourd'hui, puisqu'à l'origine, en 2014, il n'y avait aucune échelle territoriale qui existait. Donc il y a des projets alimentaires territoriaux à l'échelle des communes, il y a des projets alimentaires territoriaux à l'échelle des parcs régionaux, il y a des projets territoriaux à l'échelle des pays, des PETR, il y a des projets alimentaires territoriaux à l'échelle des départements, et il y a aussi et surtout, puisque c'est plus de 50% des projets alimentaires territoriaux, et ça me paraît être quand même une échelle de travail assez pertinente, des projets alimentaires territoriaux à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale, qui sont de véritables bassins de vie. Alors, j'ai milité dans mon rapport, puisque j'aurais pu faire un rapport qui soit d'abord illisible et avec une centaine de recommandations qui n'auraient été suivies d'aucun effet. Donc j'ai préféré me limiter, en lien avec Dominique Chabanet du CGAER qui travaille avec moi sur ce sujet. On a préféré se limiter à un inventaire qui soit le plus complet possible mais qui ne soit pas le plus imbuvable, et surtout à 10 préconisations. 10 préconisations toutes simples, alors qui ne sont pas aujourd'hui toutes suivies d'effets, même si on a une quand même, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est effectivement la transformation du réseau national PAT en France PAT. Parce que moi, avec un œil un peu extérieur, il me semblait effectivement intéressant qu'à un moment donné, on puisse fixer les choses et avoir une espèce de guichet unique permettant à tous les acteurs qui interviennent sur le champ de l'alimentation d'avoir une source d'information et une source de ressources. Et ça me paraît être logique que ce soit le réseau national des PAT au travers de ce dispositif France PAT. Moi, je m'étais inspiré de ce qui existait dans le domaine des mobilités, puisque à l'échelle des mobilités existe un portail qui s'appelle France Mobilité, French Mobility à l'époque, où on parlait beaucoup avec des acronymes anglais, mais qui est depuis devenu France Mobilité. C'est vrai que French Food, ça pourrait être pas mal, hein, Monsieur Mazeran. French Food PAT. Donc, mais au-delà de ça, donc France Mobilité est un portail qui finalement reprend tout un tas d'informations avec tous les opérateurs qui interviennent dans le champ de des mobilités, toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes idées, enfin bref. Donc c'est un peu l'état d'esprit qui animait France PAT. Alors j'ai fait d'autres propositions, notamment financières, qui intéressent bien évidemment toutes les collectivités, qui est que la somme qui avait été mise en place par Julien Denormandie, elle puisse être pérennisée dans le temps. Puisqu'on voit bien que comme on travaille sur du temps long, comme on a quand même nécessité d'avoir une ingénierie dédiée, et que l'ingénierie, c'est pas forcément ce qui fait la force des collectivités aujourd'hui, qu'il y a une criante inégalité à l'échelle de toutes les collectivités du territoire. Je vais reparler de Douaisis-Aglo, qui a plusieurs ETP qui sont dédiés, alors même que dans d'autres collectivités, ce sont des contractuels qui sont là pour des missions temporaires liées aux appels à projets qui sont lancés. Donc je militais pour que des moyens financiers idoines, 80 millions, ce qui me paraissait être une somme. Pourquoi 80 millions? Parce que c'était la somme qui avait été dédiée dans le cadre du plan de relance, mais je sais qu'aujourd'hui 80 millions ne suffirait pas, mais 80 millions par an. Or, aujourd'hui, on nous annonce 10 millions, donc on est un peu loin du compte. Je militais aussi pour un sujet, on en a parlé ce matin, qui est que finalement, au bout du bout, les collectivités, quand elles parlent d'alimentation, elles n'ont aucun fondement juridique. Et quand une collectivité décide de s'intéresser, décide de s'embarquer dans l'aventure du PAT, tout ça repose sur le volontarisme des élus qui ont décidé de s'en emparer. Et on voit bien que dans les EPCI où ça marche, c'est quand il y a un président d'EPCI qui est volontariste sur la question, quand il y a un vice-président à l'agriculture, à l'alimentation qui a décidé de s'embarquer sur le sujet, quand il y a surtout un directeur général des services qui a envie de travailler sur un sujet très transversal. Et la difficulté, c'est vraiment d'embarquer tous les services de son administration sur ce sujet. Mais une fois qu'on a dit ça, le politique, il a beau jeu de dire et d'inviter tous les acteurs de son écosystème alimentaire
il n'y a aucun, alors je ne suis pas partisan du bâton ni de la carotte, mais il n'y a aucun phénomène coercitif qui fait qu'à un moment donné, il aura autour de la table tous les acteurs de l'écosystème de son territoire, si tant est qu'ils puissent connaître la réalité de l'écosystème territorial, et on en est loin au jour d'aujourd'hui. D'où je pense la nécessité, j'espère qu'on y arrivera, il y a une proposition de loi en tout cas qui est prête, d'où la nécessité d'inscrire dans le Code général des collectivités territoriales la compétence partagée, à la fois pour les communes, pour les EPCI, pour les départements, s'agissant de l'alimentation durable et résiliente et du sujet de la précarité alimentaire. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste un article du Code général des collectivités territoriales auquel il faut rajouter 2 ou 3 mots. Alors pour l'instant, c'est un peu long à la détente, donc on essaie de mobiliser avec d'autres, et notamment Luc Bodiguel, dont on a parlé ce matin, avec qui j'ai travaillé justement sur cette proposition de loi, de mobiliser nos parlementaires, mais tout ça est un peu long. Mais je pense que tant que... Alors, vous me direz, oui d'accord, c'est rajouter quelque chose de supplémentaire dans des normes qui existent déjà aujourd'hui, mais je pense que la légitimité politique, il faut qu'elle existe pour permettre aux politiques, non pas de faire à la place d'eux, mais d'être un véritable assemblier. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir autour d'une table tous les acteurs de l'amont et de l'aval, des gens, et vous le savez mieux que moi, qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se parler entre eux. Et qui, les gens, parfois, quand ils se parlent entre eux, se jettent quelques anathèmes à la figure. Donc moi, il me paraissait judicieux que ce soit le politique qui soit cet assemblier, donc on verra ce qui va se passer. Et parmi les autres préconisations, le projet alimentaire territorial, c'est bien, mais comme son nom l'indique, on est sur une logique de projet. Moi, je crois plus à la logique de contrat. Et l'idée, c'était comment peut-on basculer à un moment donné du projet alimentaire territorial vers un contrat alimentaire territorial, ce qui pose bien évidemment le sujet de l'évaluation, ce qui pose le sujet des moyens, ce qui pose le sujet de la revoyure et surtout ce qui pose le sujet de que mettons à l'intérieur de ce contrat alimentaire territorial. Or, on voit bien aujourd'hui, et on l'a vu ce matin notamment dans l'atelier 1 à l'énoncé de tous les acteurs qui interviennent, qu'on est véritablement aujourd'hui sur une dimension systémique. La porte d'entrée, ça a été la restauration collective, parce que ça, c'est ce qui influe le quotidien de beaucoup, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une dimension systémique qui fait que quand on décide de s'embarquer dans l'aventure du projet alimentaire territorial, on ne s'interdit pas de travailler sur tout un tas de sujets. Sauf que on n'a pas forcément obligation de travailler sur tous ces sujets et qu'il y aurait sans doute à nécessité à l'intérieur de ces contrats alimentaires territoriaux de prioriser, en lien bien évidemment avec l'État, dans le cadre d'un contrat gagnant-gagnant et voire même dans le cadre d'un contrat avec les acteurs de territoire, de travailler là aussi sur des objectifs précis. Encore faut-il, pour travailler sur des objectifs précis, connaître la réalité du système alimentaire des territoires. Ce qui aujourd'hui n'est pas toujours forcément évident, parce que même s'il existe beaucoup de données, il y a tout un tas de données auxquelles on n'a pas forcément accès. Et notamment les flux de ce qui rentre, de ce qui sort. Et la grande distribution, par exemple, n'est pas forcément la plus à même et la plus enclin à donner toutes ces données. Donc il y a des marges de progression. J'ai le sentiment, mais c'est une analyse personnelle, je le disais ce matin dans l'atelier numéro 1, il y a aussi nécessité, je pense, d'acculturer les élus sur le sujet de l'alimentation. Parce que l'alimentation, ça a été longtemps un impensé dans le collectif. Ah bah oui, non mais l'alimentation, on trouvera toujours de quoi se nourrir, il y a des magasins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Sauf que le Covid et ce qui s'est passé avec les pâtes, la farine et la moutarde, et l'absence de stock, puisqu'en France, on n'a pas vraiment de culture de stock. Alors les choses ont un peu bougé grâce à différentes personnes, et notamment aujourd'hui, cet impensé de la logique de rupture de la chaîne alimentaire dans le domaine des stocks fait partie des choses qui ont été travaillées par le ministère de l'Intérieur. Et le sujet alimentaire, par exemple, revient aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde. Il y a maintenant un item alimentation qui a été rajouté. C'est une petite victoire, mais c'est une grande victoire quand même, parce que dans la culture et dans la logique du ministère de l'Intérieur, le sujet alimentaire, c'était quelque chose qui n'était pas forcément pensé. Mais il y a nécessité d'acculturer à l'échelle des territoires, puisqu'on voit bien aujourd'hui, là où les choses se passent, c'est à l'échelle des territoires. Il y a une imagination qui existe à l'échelle des territoires avec des moyens qui ne sont pas toujours forcément au rendez-vous, mais il y a tout un tas de petites et de grandes choses qui se réalisent à l'échelle des territoires, alors qu'ils ne sont pas forcément
forcément duplicable partout, hein. Aujourd'hui, quand on parle d'alimentation durable, résiliente et locale, on a tous en tête ce modèle de Mouansartou. Moi, j'aime beaucoup Gilles Perrol, hein, mais sauf que j'explique toujours à Gilles Perrol que ce qu'il fait à Mouansartou, c'est pas forcément duplicable dans la métropole européenne de Lille. Donc, il y a matière à être inspiré par ce qui se fait, pardon. Il y a matière à les puiser dans une espèce de, de collectif de données, d'informations. Mais il y a bien évidemment des spécificités territoriales qui font que ce qu'on fait à Lyon, ce qu'on fait à Nice, ce qu'on fait à Lille, ce qu'on fait à Lorient, ce qu'on fait à Strasbourg n'est pas forcément la même chose. Mais je pense surtout que la difficulté qu'on a, et j'en parle aujourd'hui très très librement, n'étant plus parlementaire, c'est qu'il y a aussi nécessité d'acculturer nos élites parisiennes qui ont parfois le sentiment que la vérité, elle est dans les bureaux du ministère de l'Agriculture, qu'elle est au secrétariat de la planification écologique, qu'elle est dans quelques têtes bien pensantes qui sortent d'écoles bien faites, mais qui n'ont jamais mis un pied sur le territoire et qui ne savent absolument pas comment les choses se passent sur le territoire. Alors il y a des partenaires avec lesquels on travaille bien, ce qui va me permettre de faire la transition. Heureusement qu'on a l'ADEME qui est effectivement, voilà, c'était pour amener la transition avec Isabelle Hébé. Heureusement qu'on a l'ADEME qui effectivement sur ces sujets d'alimentation durable et résiliente fait un travail phénoménal à l'échelle des territoires et je crois est d'un précieux secours, notamment pour tous les animateurs chargés de mission PAT qui parfois se sentent un peu seuls. Ouais, oui, je sais pas quoi dire après ça, moi. Donc Isabelle Hébé de l'ADEME. Donc agence de la transition écologique et je suis au siège donc à Angers, au service agriculture, forêt, alimentation et donc dans ce service il y a un pôle alimentation dans lequel je m'occupe des aspects plutôt territoriaux de l'alimentation. Donc en lien direct avec les Parisiens, donc le ministère de l'Agriculture et aussi le ministère de la Transition écologique, et puis aussi en lien avec nos directions régionales qui font le travail de territoire, c'est-à-dire qui sont directement en coopération avec les collectivités locales, les porteurs de PAT par exemple. Donc dans ce cadre-là, au niveau de l'ADEME, on va effectivement soutenir des projets alimentaires territoriaux, mais on va aussi mener des études, on va financer des travaux qui nous paraissent particulièrement intéressants, et par exemple le portail de l'alimentation en fait partie. Donc moi je vais rentrer par une porte, introduire par une porte beaucoup plus petite que celle de Frédéric Marchand, pour juste parler de mon histoire, qui va être plus modeste, qui dit qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivée sur le poste de l'alimentation, je faisais complètement autre chose avant, je travaillais sur les déchets, je me suis dit je vais monter en compétence sur les projets alimentaires territoriaux. Et là, quand j'ai voulu faire un REX, donc un retour d'expérience, les fiches, qu'est-ce qu'on faisait dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, je me suis dit mais c'est pas possible, il y en a partout. Il y en avait, si l'ADEME finançait un projet alimentaire territorial, il y avait la fiche de retour d'expérience sur le site de l'ADEME régional. Donc, donc chaque ADEME régional avait ses fiches. Si la DRAF finançait un PAT, vous aviez la fiche PAT sur le site de la DRAF. Si il y avait des programmes nationaux, eh ben, on avait des fiches sur le site national. Et alors là, je vous parle juste des sites institutionnels. Chaque collectivité a aussi ses fiches. Je dis, mais comment on s'y retrouve quand on veut vraiment arriver à avoir je me pose une question sur l'alimentation, mais comment je fais pour trouver la réponse? Tout simplement. Donc déjà, en partant de là, sur les projets alimentaires territoriaux, je me suis dit, ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'on ait un site qui regroupe au moins l'ensemble de ces fiches. Et donc ça, c'était juste pour les projets alimentaires territoriaux. Si on ajoute là-dessus les autres projets, on s'est dit mais ce serait bien aussi d'avoir un endroit où on pourrait avoir, quand je clique, quand je pose une question, eh ben on peut se rediriger. Et donc on a aujourd'hui, heureusement, donc je pense que tu peux passer, je crois que j'avais juste une diapo. Non, il n'y avait pas avec les trois. Bon, c'est pas grave. Je vais juste. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste pour vous dire que c'est une situation qui est en train de changer. Et donc moi, il y a des outils aujourd'hui qui me paraissent particulièrement intéressants, qui vont dans le bon sens pour pouvoir justement avoir ces moyens de rendre compte
de dire mais voilà ce qui se passe sur l'alimentation durable. Le premier outil, c'est FrancePat. Donc on a Paul Mazran qui est là. C'est justement à partir de ce constat et de cette envie d'avoir des fiches sur un même modèle regroupées à un même endroit est née finalement la base de données France PAT. C'est un endroit où on retrouve tous les PAT. Enfin, oui, ceux qui veulent bien remplir quand même la fiche. Donc on retrouve les PAT labellisés, ils remplissent leur fiche, et donc quand on cherche des informations, on peut faire un tri. Donc ça déjà, c'est quand même une grande avancée. Un PAT, par exemple en montagne, il veut savoir qu'est-ce qui se fait dans les autres PAT qui ont la même situation géographique, il va pouvoir faire des tris. Donc ça, c'est par rapport à il y a 4 ans, on a une première avancée. Deuxième avancée, on peut noter aussi un autre outil qui est Territoire Fertile, qui est en train d'arriver là sur. Alors, il est déjà en ligne, mais en fait, c'est la fusion entre Cratère et ben voilà. Donc, c'est la fusion entre 2 outils que certains connaissaient peut-être avant, qui s'appelaient Cratère et Parcelle. Donc Cratère, ça a été développé par les greniers d'abondance et ça vise surtout les aspects de résilience et de durabilité des territoires. Vous pouviez mettre votre code postal par exemple et on vous donnait des indicateurs sur est-ce que votre territoire est résilient ou durable. Et vous aviez aussi Parcelle. Parcelle, donc là c'est un outil qui a été développé par le BASIC en collaboration avec Terre de Liens et la FNAB. Et lui, il visait plutôt à dire, en fonction des surfaces agricoles dont dispose mon territoire, quel est mon potentiel nourricier et quel est ce potentiel en fonction de si je fais des changements dans mes modes de consommation. Et quels sont les impacts environnementaux associés. Si par exemple, je veux que dans ma cantine, je mets plus de bio, et je mets plus d'aliments végétaux, par exemple, quel impact ça a sur mon potentiel nourricier. Donc ça aussi, c'est un outil d'aide à la décision qui est en train de se développer, qui est quand même particulièrement intéressant pour les porteurs de projets, par exemple, de projets alimentaires territoriaux. Et qui regroupe, pour le coup, de nombreuses ressources, enfin de nombreuses données. Ce n'est pas les ressources, ça, c'est de nombreuses données qui sont agglomérées pour pouvoir faire cet outil d'aide à la décision. Un troisième outil qui a été développé par l'ADEME, qui est la librairie de l'ADEME. Et là, donc là, au lieu d'avoir, comme il y a 4 ans, des fiches sur chaque site régional de l'ADEME, aujourd'hui, on n'a plus que la librairie de l'ADEME, et dans lequel on retrouve tous les documents de l'ADEME. Donc déjà, ça aussi, c'est un point de regroupement qui est intéressant, et on n'a pas besoin d'aller sur l'ensemble des sites. Et le dernier, peut-être le plus intéressant, non, ils sont tous très intéressants, c'est effectivement le portail. Le portail qui nous regroupe aujourd'hui, donc le portail, l'idée du portail a été déposée à l'appel à projet des communs qu'avait lancé l'ADEME, ça devait dater de 2021, c'est ça, hein, c'est ça. 2021, avec une étude de préfiguration qui était, mais est-ce qu'on peut proposer un endroit, un espèce de hub, où quand j'ai envie d'avoir une information sur l'alimentation durable, je pose ma question et ça me renvoie vers les bonnes ressources. Et nous, quand on a vu cette idée, on s'est dit, ah ouais, quand même, je pense que si ça marche, ça peut être super intéressant. Donc on a dit, ok, on finance l'étude de préfiguration. L'étude de préfiguration a montré que c'était faisable. Et donc, ok, on continue et on va jusqu'au développement de l'outil. Et aujourd'hui, quand on voit où on en est, c'est vrai que c'est pas fini, parce qu'il a fallu que les centres de ressources, parce qu'effectivement, c'est Maud qui disait, alors ça fait peut-être pas très moderne aujourd'hui, parce qu'on discutait ce midi, on parlait plutôt d'Amazon, moi on parlait de hall de gare, et c'est vrai que pour moi, le portail, ça a vraiment ce rôle-là. C'est-à-dire que j'arrive sur le portail, je me pose une question, je veux aller là, et donc qu'est-ce qu'on me propose pour aller là? Et je trouve que c'est un peu c'est une image qui est très intéressante. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait des acteurs qui disposent de sites, qui acceptent de mettre à disposition leurs ressources
Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, les questions aujourd'hui, pour ouvrir un peu le débat, c'est que là, on a des acteurs qu'on fait confiance, on a un portail qui commence à être quand même, qui a de la gueule, on peut dire ça, qui commence en tout cas vraiment à pouvoir être utilisé et à donner des réponses pertinentes. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, je cherchais quelque chose sur filière et projet alimentaire territorial. Je suis allée sur le portail et j'ai trouvé des PAT qui ont développé des filières. Voilà. Parce que je veux les faire témoigner à un événement. Donc ça, pour le coup, c'est super intéressant. Aujourd'hui, par contre, l'ouverture, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Il va falloir ouvrir à d'autres ressources. On essaie de voir si on ne peut pas mettre, par exemple, les ressources de la librairie de l'ADEME qui pourraient ressortir aussi dans le portail. Voir avec le MASA si les fiches PAT, est-ce qu'on pourrait à un moment donné, donc le ministère en charge de l'agriculture, voir si à un moment donné, ce ne serait pas intéressant aussi de pouvoir les retrouver. Donc, en tout cas, il y a d'autres centres de ressources qui existent que ceux qui sont aujourd'hui mobilisés, mais lesquels sont intéressants. Est-ce qu'on y met toutes les thématiques ou est-ce qu'on recentre? Donc je pense que c'est des questions que vous vous êtes posées. Vous avez travaillé un peu dessus ce matin, je crois, hein, et on va retravailler sur les aspects territoriaux cet après-midi. Donc voilà un peu le positionnement. Je voulais vous présenter le positionnement de l'ADEME, pourquoi nous on était intéressés par ce portail, et on espère qu'effectivement, ça va encore grandir et ça va être de plus en plus, fédérateur. C'est-à-dire que d'autres, si ça se trouve, des centres de ressources vont dire « mais moi, je voudrais bien être chez vous ». Et c'est aussi peut-être un moyen, et c'est peut-être d'économiser de l'argent pour certains centres de ressources. C'est-à-dire que plutôt que de développer chacun alors on disait ce midi, son intelligence artificielle, ou en tout cas des moteurs de recherche hyper compliqués, peut-être qu'on peut se fédérer pour qu'il y ait un acteur qui soit la tête de pont effectivement de cette intelligence pour faire les recherches. Voilà. Un grand merci à tous les deux pour vos interventions qui sont très précieuses, qui ouvrent beaucoup, je pense, le débat, qui repositionne aussi plein d'éléments. Voilà. Donc merci beaucoup et ça va nous permettre de pouvoir enchaîner sur la table ronde. Je suis content d'avoir retrouvé le slide quand même, tu me l'avais bien envoyé. Donc du coup je vous remercie et je vais inviter nos prochains intervenants, donc Bérémy, Romain et Paul. Camille Chauvet est toujours malade, elle était aussi prévue, elle n'a pas pu guérir malheureusement entre-temps, mais on va continuer de penser à elle. Vous pouvez vous installer peut-être là, venez, on va se serrer comme tout à l'heure, c'était mieux parce que là tu es un peu isolé sinon.